c'est hors de la région parisienne. Et les salaires de province, bon, ce serait bien de savoir quel salaire quand tu commences en province, comme on dit. C'est beaucoup plus bas. C'est beaucoup plus bas, donc tu peux commencer à 30, à 33. 33? Oui. Avec le profil? Oui, bien sûr. Wow. Avec ton profil Master 2. Master 2 économie. Et 33, là, t'es qui t'ont trop donné. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé est-ce que c'est possible d'être analyste quantitatif avec un parcours de littéraire? À chaque fois, je répondais toujours oui, et bien évidemment, c'est possible. Aujourd'hui, j'ai invité une personne sur la chaîne qui a un parcours très exceptionnel. C'est Marie. Bonjour Marie. Bonjour Natacha. Bienvenue sur le Coinstat. Merci de m'avoir invité. Très honorée. Justement, je te remercie d'avoir accepté mon invitation. Comme je le disais, l'objectif ici, c'est que tu partages ton parcours assez atypique parce que, effectivement, tu as un baccalauréat A et aujourd'hui, tu exerces en tant qu'analyste quantitative. Donc, je ne vais pas trop détailler, mais je vais te laisser présenter ton parcours. Je te laisse te présenter auprès de ceux qui nous écoutent. Ok, donc bonjour à tous et à toutes. Je me prénomme Marie Dorothée. Je suis analyste quantitative, comme tu as dit. Mon parcours, j'ai eu mon baccalauréat littéraire au collège Antabi, c'est un collège qui est à Yaoundé au Cameroun, en 2007. C'est ça? Oui, ça commence à dater. Et ensuite, après mon baccalauréat littéraire, je me suis inscrite à la faculté d'économie et de gestion de l'université de Yaoundé 2, toujours au Cameroun. Donc j'ai fait une première année, une deuxième année. En troisième année, j'ai fait un parcours plutôt économétrie, parce qu'il faut savoir qu'on peut, à partir de la troisième année ou deuxième semestre, on peut faire soit gestion, soit économie de développement, soit monnaie, banque, finance. Ouais. Donc j'ai fait, moi j'ai choisi de faire économétrie. Ça s'appelait ingénierie économique à l'époque. Ouais. Et donc après la licence, j'ai fait un master 1 également dans cette université-là. J'ai commencé mon master 2 et au milieu, au cours d'année, j'ai aussi fait un dossier pour pouvoir aller en France, pour mon master 2 à MD2. Donc, du coup, après, en 2012, j'ai intégré le master économétrie et statistique appliquée de l'Université d'Orléans. J'ai fait 2 ans et je suis diplômée en 2014. Waouh. Je trouve que c'est un parcours très exceptionnel parce que généralement, quand on a fait un baccalauréat littéraire, on s'attend à ce qu'on ait fait croire. Oui. On a fait journaliste, mais toi, tu deviens quoi? Déjà, comment ça se fait que tu quittes un bac littéraire? Est-ce que c'était déjà ton rêve de faire cette carrière, ce parcours académique en économétrie? Non, pas du tout. J'avoue, bon, il faut la version longue ou la version courte? Alors, il faut dire que, bon, quand j'arrive au collège, j'ai fait un collège en 6e et 5e, et après mes parents ont déménagé, donc j'ai fait un autre collège en 4e. Au départ, je voulais faire espagnol, mais il n'y avait plus de place en 4e espagnol. Donc je me suis inscrite en allemand, donc il faut savoir qu'au Cameroun, on peut faire une deuxième langue, ce qu'on appelle deuxième langue, soit l'anglais, soit l'allemand, soit l'espagnol. Donc je me suis auto à faire allemand, et j'ai beaucoup aimé. Franchement, la prof d'allemand m'a donné envie d'apprendre cette langue. Frau et tout, si tu passes par là un jour et tu vois la vidéo. Donc elle m'a donné envie de faire la langue. Donc du coup, j'ai aimé l'allemand, 4e, 3e. Et en 3e, comme il faut choisir entre soit la seconde scientifique, soit la seconde littéraire, je me suis dit non, je vais faire seconde littéraire parce que je voulais continuer à faire l'allemand, à apprendre l'allemand. Et donc j'ai choisi seconde littéraire. Les gens étaient un peu surpris parce que c'est vrai que dans d'autres matières, je me débrouillais pas mal, on va dire. Et les gens s'attendaient à ce que je fasse des scientifiques, mais moi j'ai fait ces littéraires parce que je voulais faire l'allemand. Et j'aimais vraiment beaucoup ça. Et donc entre la seconde et la terminale, j'ai continué à apprendre l'allemand, à aimer l'allemand, et j'étais plutôt à l'aise, j'étais plutôt bonne élève en allemand. Donc arrivé en terminale, il faut commencer à réfléchir à un projet, ce qu'on va faire après le bac. Projet professionnel, oui, projet professionnel. Je me suis dit, pourquoi pas continuer dans cette matière-là où je suis plutôt à l'aise et que j'aime bien. Donc j'ai commencé à réfléchir et je me suis dit, bon, comme je ne vais pas être prof d'allemand, j'aime bien les profs d'allemand, hein, c'est une prof d'allemand qui m'a permis d'aimer l'allemand, je voulais faire quelque chose de différent. Ouais. Donc j'ai dit, ok, je vais faire interprète, j'ai commencé à me renseigner, j'ai vu par exemple qu'il y avait une école d'interprétariat en Tunisie, et donc je me suis dit, pourquoi pas avoir une bourse pour aller en Tunisie? Donc j'ai beaucoup travaillé, j'ai eu mon baccalauréat littéraire
avec une mention bien. Donc quand j'ai eu la mention bien, je me suis dit, ok, ça c'est bon, j'ai les conditions, j'aurai la bourse, je vais aller faire mon école d'interprétariat en Tunisie. Bon, il se trouve que, bon, dans les réalités, après que j'ai mon bac, j'en ai discuté avec ma famille, mon entourage, les avis, les conseils, les réalités qui se présentent. C'est d'abord compliqué déjà d'avoir une bourse au Cameroun. Ça c'est vrai. Quand tu vas au ministère de l'enseignement supérieur et que tu vois une pile de personnes qui ont eu un bac avec mention, etc. Et je me disais, non, je vais me démarquer parce que j'ai quand même un bac littéraire avec mention. C'est rare. C'est rare, mais c'était compliqué d'avoir la bourse. Ouais. Donc, comme comment on dit ça, la voie bourse a été bloquée, donc je me suis dit, bon, est-ce qu'il faut pas que j'aille m'inscrire à l'Institut Goethe? L'Institut Goethe, c'est une école de langue qu'on fait au Cameroun, je crois que c'est pendant 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus. Très bien. Et après, on peut aller en Allemagne. Donc, j'ai fait le concours. Et pendant que j'attendais les résultats, je continuais de discuter avec ma famille, l'entourage, les amis, les conseils. Et en discutant, je me suis rendu compte que ça peut être vraiment difficile. Déjà, il faut que, au bout de 2 ans, tes parents aient moyen de t'envoyer à l'étranger à ce moment-là. Et c'était pas forcément le cas, ou bien c'était pas forcément dans les projets immédiats, on va dire. Et ensuite, il faut que quand tu pars faire là-bas, tu es sûr que tu vas déboucher sur quelque chose. Or, c'est un monde totalement inconnu pour moi. Est-ce que l'interprétariat en Allemagne, ça peut marcher? Donc, il faut que tu reviennes au Cameroun déjà. Ah, donc quand tu veux être interprète, tu vas en Allemagne? Oui, en fait, je voulais faire allemand, apprendre l'allemand et pouvoir continuer l'interprétariat en Allemagne. Ok. Sauf que je sais pas en fait comment ça se passe l'interprétariat en Allemagne. Et donc je me suis dit ok. Alors l'école d'interprétariat, il y avait une école d'interprétariat au Cameroun. Je ne sais plus si ça existait ou bien je pense que j'avais pas vraiment l'information si ça existait ou si ça existait comment ça se passait. Donc en discutant avec ma famille comme je disais, en prenant les conseils un peu partout. Dans la réalité, je me suis dit ça peut pas. C'est pas sûr que ça allait déboucher. Ouais. C'est un bon projet. Mais est-ce que ça a vraiment des vrais débouchés? Je suis sûre d'avoir quelque chose à la fin. C'est souvent un peu compliqué, l'interprétariat. C'est vrai que c'est un métier à l'international, mais il faut y arriver, voilà. Il y a plein de choses que je ne vois, dont j'avais pas la vision quand j'étais en terminale. Parce que quand j'étais en terminale, j'étais un peu idéaliste. Exactement. Et quand tu as le bac et que tu as la face à la réalité, et que tu as des gens qui ont de l'expérience et qui te disent voilà, tu réalises que, en fait, ça peut être compliqué. Ouais. Et donc, il faut mûrir un autre projet. Et là, on est pratiquement à la rentrée universitaire où il y a des concours que tu pourrais faire que je n'ai pas fait. Et voilà, c'est ça. Et donc, ma maman me dit, va t'inscrire à la faculté d'économie et de gestion. Je discute aussi avec un conseiller d'orientation à l'époque qui a vu que j'avais quand même des bonnes notes sur mon bac, j'avais une bonne note en mathématiques. Il m'a dit, vous pouvez faire économie. Et je lui ai dit, vous êtes sûr? Parce que, non, vous pouvez faire économie, allez-y. Et donc, moi, ça m'a permis de me rendre compte que, je peux faire autre chose que l'allemand. Ok. Voilà. Et il y a d'autres possibilités qui se présentent à moi. C'est pour ça que je suis arrivée en faculté d'économie. J'ai fait économie, licence 1, licence 2. Et donc, arrivée en 3e année, je voulais pas faire gestion. Parce que je me suis dit, si je faisais gestion, comptabilité, il fallait que je passe par une école, très connue au Cameroun, qui est l'Université catholique. Ouais. Donc je me suis dit, avoir une licence en gestion d'une faculté publique, j'aurais pas beaucoup de chance sur le marché de l'emploi avec quelqu'un qui a fait la même licence à l'Université catholique. Donc j'ai voulu prendre un parcours un peu différent, qui détonne un peu, je veux dire, quelque chose que j'ai découvert en première, deuxième année, en troisième année. Donc j'ai fait économie. Donc c'est vraiment un concours de circonstances. Oui, il y a eu beaucoup de concours de circonstances qui m'amènent dans cette voie-là. Et peut-être vous confronter un peu la voie que tu as choisie, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que beaucoup de personnes, quand qui sont littéraires, veulent devenir interprètes. Mais aujourd'hui, tu vois, il y a Google, quand tu veux traduire des choses, il y a Google Assistant. Oui. Même quand tu vas dans les réunions internationales, ce sont des outils qui traduisent. Donc, je pense qu'on dit souvent que le métier d'interprète, c'est même l'un des métiers qui est amené à disparaître avec l'avènement de l'intelligence artificielle. Donc, peut-être c'était. Oui, peut-être. Dans ce moment, peut-être, mais ouais. Ça, j'avais pas la vision, j'avais pas cette vision. Ok. Bah, du coup,
J'ai envie de te demander, je sais que tu as fait le bac A, tu as fait licence sciences. Je sais que la licence sciences cognitive, on peut le faire lorsqu'on a le bac A. Mais c'est quand même que c'est assez challengeant puisqu'il y a les mathématiques. Oui. C'est pas non plus simple. Comment toi tu arrives à t'en sortir dans ce contexte-là? Alors, disons que j'étais bien entourée. J'avais un groupe de travail, des amis, des camarades devenus amis. On s'est retrouvés à soir, à Yaoundé 2 soir, avec d'autres personnes aussi que j'ai rencontrées à l'université. Donc, on travaille ensemble, on se motive ensemble, on se motivait, on travaillait ensemble et aussi j'utilisais le livre de mathématiques de ma sœur qui a eu un bac C. Non, avant moi, je crois que j'utilisais son livre de mathématiques parce qu'il y a quand même beaucoup, en première année, disons, il y a beaucoup de notions qui sont puisées dans les séries scientifiques, quoi. Et donc, comme nous, en art, en littéraire, on ne voyait pas forcément tout ça. Donc, j'utilisais son livre, en fait, pour essayer de m'apprendre et comprendre. Et la troisième chose qui m'a beaucoup motivée, j'avoue, c'est que le premier cours de mathématiques, le prof annonce à l'amphi, en fait, il dit aux étudiants, bon, tous ceux qui ont un bac littéraire, là, vous pouvez sortir. Parce que vous n'avez pas validé ma matière. Ah ouais, déjà cache comme ça. Ouais. Déjà cache, ok, non, c'est comme ça. Et donc, ça m'a motivée. Je me suis dit, non, je vais réussir cette matière. Parce que je vais montrer au prof là. Voilà, je vais montrer au prof que non, je sais que je peux y arriver. Donc, voilà, ça a été une bonne source de motivation. Ouais. Voilà. Après, comme c'est vrai que j'avais quand même des bonnes notes en mathématiques de la seconde en terminale, j'avais quand même des petites prédispositions. C'est pas exactement pareil, mais il y avait une petite logique que j'avais quand même un peu, que voilà, j'ai développé. Mais j'avoue que c'était pas facile. C'est vraiment pas facile. Ouais, en tout cas, c'est pas facile, mais comme tu as dit, avec un peu plus d'implication. Oui, voilà, c'est ça. Et bien, maintenant, une autre question. Tu as fait licence en économie à soi. Et bon, c'est vrai que peut-être c'est la suite logique. Comment tu fais pour arriver au master ISA, qui est quand même l'un des masters très connus dans tout ce qui est économétrie, statistique en France? Comment tu arrives à intégrer ce master-là avec ce background? Alors, comment j'arrive, c'est que, bon, comme je disais, en licence, j'ai choisi de faire économétrie. Et j'avoue que j'avais peut-être des concours aussi locaux que je voulais faire. Et aussi, j'ai réfléchi en me disant qu'est-ce que je peux faire, enfin, comment, je voyais bien que ce que je faisais en entreprise, à l'école pouvait m'aider en entreprise. Parce que les systèmes de la décision, je comprenais un peu la portée de l'économétrie. Et je me suis rendu compte que c'est quelque chose que je vais faire. Donc, je voulais pas me diriger vers un mémoire de recherche, comme un peu ce que la majorité de mes camarades à soi ont fait. Donc, j'ai commencé à chercher les concours locaux, j'ai aussi cherché à l'étranger ce qui se faisait. Donc, à l'étranger, notamment en France, j'ai essayé d'identifier quelques universités. Dans l'université d'Orléans, il y avait une université à Lyon, il y avait une université à Lille. Il y a aussi une université parisienne, quelques universités parisiennes qui faisaient des formations d'économétrie. Donc, c'est comme ça que j'ai identifié. Donc, j'ai un peu joué sur les deux, j'ai joué sur les concours locaux. J'ai aussi joué sur ces universités-là. Il faut savoir que, bon, pour un étudiant étranger, on construit un dossier via Campus France. Et dans ce dossier-là, tu dois mettre tes relevés de notes à partir de la première, donc du probatoire. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est le probatoire, c'est un examen que tu passes, un examen national qu'on passe de la première en terminale. Donc j'ai mis mes relevés de notes du probatoire du bac, de la première année, de la deuxième année, de la troisième année, de la quatrième année. J'ai construit le dossier Campus France. Il faut aussi motiver en fait ton choix de cette université, ton choix d'aller à l'étranger. Est-ce que tu ne peux pas faire au Cameroun ce que tu veux faire à l'étranger et pourquoi tu choisis cette formation-là? Donc en cherchant bien comment je suis arrivée à l'université d'Orléans, c'est que je me suis rendu compte que déjà ça collait bien à ce que je voulais faire. C'était un master où tu as la partie où tu peux faire la recherche, si tu veux de la recherche, ou bien tu as quelque chose de plus professionnel. Et aussi j'ai vu qu'ils utilisaient beaucoup SAS. Et je me suis rendu compte que ça, c'était beaucoup demandé dans les entreprises parce que j'ai commencé à regarder en fait les offres d'emploi niveau. Tu es tout très curieux, oui, je regardais. Déjà à soi, avant même de postuler, tu regardais. Oui, je regardais, je voyais que mais je voyais ce logiciel parce que moi j'utilisais eViews, qui est aussi un logiciel d'économétrie. Et bon, utiliser, c'est un bien grand mot, c'est quelque chose qu'on faisait de temps en temps. Et j'ai commencé à regarder d'autres logiciels qui étaient utilisés, comme SPSS, SAS. Et donc j'ai vu qu'en France, beaucoup de gens demandaient SAS, beaucoup d'entreprises.
Et j'ai aussi vu que cette université-là, particulièrement, proposait des certifications en SAS, des travaux sur SAS. Je me suis dit, ah, ça c'est pas mal, ça c'est vraiment ce que j'ai envie de faire pour pouvoir, comment dire, faire ce que la théorie, allier la théorie à la pratique, surtout avec le champ informatique. Et donc c'est pour ça que j'ai choisi l'université d'Orléans. C'était dans mon top 3. Et quand j'ai déposé, bon, ils m'ont répondu favorablement. Génial. J'étais très contente. C'est vrai que je sais que les étudiants du Master ESA sont souvent très connus pour leurs compétences à ça. Oui, mais ça, vous faites souvent des certifications ça. Oui. C'est vrai que sur le marché du travail, moi je suis de secteur bancaire. En général, c'est vrai qu'on dit toujours que ce sera vraiment des SAS, mais ça reste quand même. Il y a SAS qu'on utilise principalement pour extraire les données. Est-ce que toi, quelle est ton expérience sur la certification SAS, c'est quoi? Est-ce que c'est important d'avoir une certification à SAS de nos jours où on dit qu'il faut aller vers Python ou R? Est-ce que tu penses que c'est ça? Bon, c'est toujours, je pense que même de nos jours, c'est toujours important. La certification, ça c'est toujours un plus déjà sur ton CV. Ça montre à ton employeur que voilà, tu as des bonnes prédispositions sur cet outil-là. Et je pense que le SAS aussi est encore beaucoup utilisé dans les entreprises. Même si beaucoup veulent déjà se tourner vers Python ou R, ça c'est encore quand même utilisé. En tout cas, à mon époque, c'était vraiment que ça. C'est pour ça que c'est aussi quelque chose que l'université met en avant. Parce que c'est quelque chose que les entreprises aiment bien. Les gens qui sont certifiés. Après, tu as plusieurs niveaux de certification. À mon époque, on proposait des certifications SAS-BAS. SAS-BAS, c'est vraiment la manipulation de la donnée, faire des jeux de données, faire des tableaux récapitulatifs, lire une erreur, pouvoir identifier l'erreur, lire un journal, etc. Donc ça c'est base. Après tu as d'autres niveaux, SAS analytique, tu as plein de différentes certifications. Donc SAS base déjà c'est une bonne base, comme ça s'appelle. Pour un CV, c'est toujours un plus. En fait, ça te démarque en fait d'autres candidats qui bien qu'ils connaissent d'autres outils, mais le fait d'avoir fait une certification, c'est quand même un bon tampon pour dire que voilà, tu connais quand même ce dont on parle. Et donc, à l'université d'Orléans, il faut dire que on fait beaucoup de SAS. On fait beaucoup de SAS. La certification, tous les étudiants la passent, tous. Voilà, on passe tous la certification. Notre professeur de SAS travaille conjointement avec SAS, même l'entreprise. Donc le cours d'introduction à SAS, c'est vraiment. Il a écrit même un très bon livre, M. Sébastien Ranguédé, sur justement comment utiliser SAS, etc. Donc on fait du SAS, on fait l'introduction. Et du coup, l'examen final, c'est un examen type certification. Donc quand tu arrives à la certification, tu n'es pas perdu parce que tu as déjà vu ça. Tu as déjà vu faire. Et entre étudiants, on se passe un peu les anciens examens, les anciens certifs. Donc quand tu arrives à la certification, SAS même, tu n'es pas perdu parce que tu sais que tu as fait un cours, tu as fait l'examen, et donc c'est plus facile pour toi. Dans l'école, en fait, vous prépare très bien à la certification. Vraiment. Et combien de temps ça peut prendre? Imagine, moi, je n'ai pas fait le master. Quelqu'un comme moi n'a pas fait le master. Il n'a pas la chance d'avoir toute cette préparation en avant. Comment est-ce qu'on peut faire pour être certifié SAS, pour avoir une certification SAS? Alors, bon, soit tu peux faire une petite formation, pas seulement te renseigner un peu sur les autres masters, parce que c'est en Orléans, donc tu peux aussi venir à Orléans. Mais d'autres masters qui proposent ça. Après ça, c'est aussi le. Est-ce qu'on peut le faire en autodidacte? Oui, tu peux le faire en autodidacte. Tu peux le faire en autodidacte. Après, je sais pas, installer. L'avantage aussi qu'on a, c'est que nous, étudiants, on installe ça gratuitement dans nos ordinateurs. Uniquement les étudiants d'Orléans? Oui, bon, les autres masters, je ne sais pas, mais en tout cas en Orléans, les étudiants du master ESA ont ça dans leur ordinateur installé. Donc c'est facile parce que tu peux prendre en main, même étant chez toi, tu peux prendre en main. Mais je sais que ça c'est dans le lycée payant. Donc je ne sais pas si tu es en dehors de ce, que ce soit si tu es étudiant, peut-être tu peux avoir des avantages sur l'installation des remises, je sais pas, des remises en fait sur le fait d'utiliser SAS. Donc en autodidacte, c'est que tu peux aller même sur leur site de formation, ils expliquent que toi, en tant qu'étudiant, tu peux bénéficier d'une remise, en fait, parce qu'eux, ils se préparent à la certification. Le centre même de formation de SAS se prépare à la certification. Et en tant qu'étudiant, si tu justifies de ton statut d'étudiant, tu peux bénéficier d'une remise, et ils te préparent, ils te font des petits quiz tests gratuits sur lesquels tu peux t'entraîner pour pouvoir passer la certification.
Et je disais que en fait, tu peux passer la certification et du coup, si tu l'as, c'est gratuit. Tu ne la payes pas. Si tu réussis Et puis, ça, c'est gratuitement. Non, enfin, si tu réussis à la certification, tu ne payes pas. Tu vois, parce que c'est payant. Ah, ok, si tu payes. En gros, si je paye et que je passe, on me rembourse. Voilà, okay, c'est ça en fait. Et donc, si tu échoues, si tu es payant, mais si c'est ton premier échec, donc il y a plein de conditions, il faut voir, mais c'est avantageux quand même. Ils essaient de rendre ça avantageux pour les étudiants et les professeurs. Donc, tu peux le faire. Après, il y a plein de sites. Bon, c'est beaucoup de sites en anglais qui proposent des questions type ça sur lesquelles tu peux t'entraîner parce que c'est ce qu'on fait. C'est un peu comme quand tu passes ton baccalauréat, tu as les anciennes épreuves, les années précédentes et tu t'entraînes parce que c'est souvent des questions sous forme de QCM. Donc il y a beaucoup de questions qui reviennent, qui sont semblables, qui peuvent vraiment aussi t'aider. Moi, j'avais pas forcément cette information. Donc n'hésitez pas si vous voulez passer des certifications SAS. J'ai acheté un étudiant de master et de ma mais dans ce cas, je sois à Bruxelles ou bien d'ailleurs. Ok, Marie, on a beaucoup parlé de ton expérience à l'université, comment ça se passait en Caïdoléon. On a parlé de la certification SAS, qui est très important pour l'intégration de mon boxing. Maintenant, après tout ça, qui est devenu Marie? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Dis-moi, pendant ta première expérience, je sais que tu as commencé ta carrière après le master et je sais que tu as commencé à travailler dans une banque. Mais c'est au sein de cette banque-là, quelle était tes missions au quotidien? Oui, j'ai commencé à travailler dans une banque. Disons que j'ai commencé en tant que... l'intitulé du poste était modélisateur risque de crédit retail, mais bon, c'est un poste d'analyse quantitative. C'était la banque, on va dire la captive financière d'un groupe automobile. Et donc, c'est une banque qui propose des solutions de financement pour les particuliers et les entreprises liées justement au financement d'un crédit auto, quoi. Si tu veux acheter une voiture, que ce soit en location, une voiture neuve ou d'occasion, que ce soit à l'achat ou à la location, donc ils te font des solutions de financement dans ce sens-là. Et donc moi j'étais une équipe d'analystes quantitatifs et donc ce qu'on faisait c'est que on concevait, élaborait, suivre les modèles qui permettent d'évaluer le risque que la banque a par rapport justement à son activité de financement, sachant que le risque de crédit, il faut dire, le premier risque de crédit, c'est le risque de défaillance du client. Donc, il faut pouvoir anticiper ça, prévoir ce risque-là. Et donc, je travaille dans une petite équipe de 5-6 personnes. Et on travaille sur des modèles qui permettent justement de créer des profils risques, de faire des classes, de faire des modèles pour pouvoir permettre à la banque justement d'anticiper son risque de crédit par rapport à ça et de mieux piloter l'activité. Et voilà, je ne savais pas c'est le travail que j'ai fait de voir. Chez cette banque-là, quels sont les outils que tu utilisais? Est-ce que tu étais en plein SAS? Oui, j'utilisais principalement SAS. Après, il y a SAS, SAS base où tu codes directement tes programmes. Après, tu as SAS Enterprise Guide où c'est plus, on appelle ça clic-bouton, c'est-à-dire que c'est pas toi qui conçois le programme, mais tu cliques, tu peux concevoir un truc sans coder. Mais dans cette entreprise, c'était principalement ça qu'on utilisait. Ouais. Okay. Et tu as fait combien de temps? Est-ce que tu as eu d'autres expériences à part? Oui. Alors, il faut préciser qu'avant cette entreprise-là, qui était un CDI, j'ai eu un CDD. Ah, d'accord. J'ai un CDD, j'ai commencé en province. Province, c'est hors de la région parisienne. D'accord. Où j'ai travaillé aussi pour une banque qui était filiale d'un grand groupe, on va dire, d'hypermarché. Voilà, moi je travaille pas sur les crédits automobiles, mais plus sur les crédits à la consommation, c'est-à-dire les gens qui veulent acheter un ordinateur ou je sais pas, un téléphone, voilà. Les financements, quand on fait souvent, quand tu achètes, tu as payé 3 fois. Oui, voilà. Ah, c'est ça, 3 fois. Ou si tu as des plus gros montants, quoi. C'est-à-dire, si tu veux acheter, je sais pas moi, un mobile, enfin, un gros truc que tu as dans l'hypermarché, un congélateur, des trucs comme ça. Et donc, du coup, j'ai travaillé pour, c'est un CDD, c'est un CDD court, mais mon premier CDD, justement, c'était dans cette banque d'un grand groupe automobile. D'accord, super. Toujours sur SAS. C'est ça, ok. Et comme tu disais, ouais, qu'est-ce que j'ai fait après? Après, je me suis dirigée vers le conseil. Vers le conseil, voilà. Tu as quitté le monde interne pour aller en conseil. Oui, je me suis dirigée vers le conseil. Pourquoi tu as quitté une banque pour aller en conseil, sachant que les environnements
par expérience, ne sont pas les mêmes. Exactement. Quand tu as fait ce... Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? Disons que j'avais ça un peu en tête après mon CDD, donc avant d'avoir le CDI. J'étais encore jeune diplômée, et il se disait que quand tu es jeune diplômée, tu gagnes aussi beaucoup en expérience quand tu fais du conseil, parce que tu vois différents types de problématiques. Bon, il se trouve que j'ai été embauchée dans ce groupe automobile, donc j'ai aimé ce que j'ai fait, et j'ai été approchée en fait par mon manager à l'époque, le manager de la société de conseil. Ah, ok, c'est lui qui t'a contacté. Oui, voilà. Wow. C'est lui qui m'a contacté. On va dire qu'il a un peu rêvé la fibre du conseil qui était là qui dormait en moi, on va dire. Oui. Et donc, il m'a expliqué en fait son projet. C'était encore une entreprise jeune qui se mettait en place en fait sur le marché, normalement, sur la partie finance quantitative, etc. Donc, il essayait de recruter des consultants pour les placer. Moi, j'ai aimé ça, ce projet-là, de faire grandir l'entreprise et de me lancer aussi dans le conseil pour voir, en fait, ce que c'est et de gagner en expérience. Donc, c'était un challenge, je me suis dit, ok, je vais le faire. Ouais. Et c'est comme ça que je me suis lancée dans le conseil. On peut dire qu'il faut qu'on parle un peu plus de l'expérience en conseil. Je sais que en général, ça fait peur, souvent, parce que j'ai un peu fait le conseil, c'est toi que je connais. Lorsqu'on est en conseil, il faut qu'on gagne des missions chez les clients. Et à chaque mission, il y a souvent des entretiens qu'il faut passer. Ouais. Tu vois, tu n'es pas, alors qu'en interne, tu n'es pas en sécurité. Tu n'as pas besoin de passer ces entretiens. En fait, comment tu as vécu cette expérience-là? Comment est-ce qu'on fait pour avoir une mission en conseil? Est-ce que c'est évident de réussir ces entretiens clients, entre guillemets? Non, pas du tout. Enfin, c'est comme si tu repasses un entretien normal pour un poste, en fait. Après, disons que l'entretien le processus est plus court parce que tu ne vois que l'opérationnel, on va dire, ton manager. Mais tu te prépares vraiment comme si on va t'embaucher pour un CDI. Tu te prépares vraiment parce que il va forcément t'interroger tu vas te présenter ton parcours, il va t'interroger sur tes missions passées, sur ce que tu as fait avant. Donc, il faut vraiment que tu te prépares et tu sais aussi que tu es en concurrence avec d'autres cabinets de conseil. Parce que souvent, quand la banque lance ce qu'on appelle un appel d'offres, c'est-à-dire ils veulent un consultant pour faire une mission, par exemple, de calibrage ou bien de conception d'un modèle. Plusieurs sociétés de conseil répondent à l'appel d'offres. Et donc, tu es en concurrence avec d'autres consultants. Donc, il faut que tu te prépares bien et il faut que tu te démarques. Ouais. Donc, c'est vrai que à chaque fois, tu te dis, bon, est-ce que là, je vais y arriver? Est-ce qu'on va me prendre? Sachant que tu sais que, bon, ça aide aussi la société dans laquelle tu travailles, si on te prend, parce qu'il y a toutes les facturations derrière qui commencent. Et donc, oui, bon, je sais pas si c'est un stress, mais oui, c'est toujours un challenge, quoi, parce que tu te remets à chaque fois, pas en question, mais tu te remets davantage dans le travail, parce que tu fais une mission, pour aller à une autre mission, parfois c'est pas tout le temps les mêmes sujets, pas les mêmes problématiques. Donc, non, mais c'est intéressant. C'est intéressant pour ceux qui aiment les challenges, pour ceux qui aiment. Et quand était la durée de tes missions, à peu près, avec cette expérience en français? Alors. Pardon, excuse-moi. Quelle était la durée de tes missions et comment on certifie qu'une mission est finie? Quel était le type de livrable que tu donnes aux clients? Comment la qualité de ton travail était évaluée? Après, la durée, ça dépend. Tu as des missions, ce qu'on dit, des missions longues. C'est plutôt des missions qui vont sur 1 an et plus. Tu peux faire 1 an, 18 mois, 2 ans, 3 ans, même sur une mission. J'ai rencontré des gens qui étaient là depuis 5-6 ans en consultant. 5 ans en mission? Oui. Dans une mission? Oui. Il me semble que la limite c'est 3 ans. Oui, bon, c'est ça. Ouais. Donc j'ai rencontré, ça dépend. Il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Mais moi j'ai fait une mission longue de 2 ans. Et après, j'ai fait plutôt des courtes missions de 6 mois. 6 mois, donc, après, le livrable, comme tu demandes, ça dépend vraiment de l'objectif principal de ta mission. Si par exemple, ta mission, comme j'ai eu, c'est de valider un modèle qui a été fait par moi, j'étais plutôt du côté de la validation. Je pense que tu as reçu une qui parlait de la validation. Vous pouvez voir la vidéo, ça s'affiche juste là. Ouais.
Donc, du coup, si tu as peut-être une mission de validation à faire sur un modèle qui a été conçu par des analystes quantitatifs, des modélisateurs, ton objectif, en fait, c'est qu'il faut que tu livres un rapport de validation. Mais le rapport de validation doit être complet, doit être détaillé, doit expliquer, en fait, tous les points du modèle que tu as étudié. Tu vas pouvoir décrire, voilà, j'ai étudié le modèle, le périmètre, la performance, la stabilité, est-ce que c'est bon. Et après, tu as un rapport et tu dois aussi expliquer ce que tu as utilisé, enfin, les programmes que tu as audités, les erreurs que tu remontes, est-ce que tu as des erreurs. Donc, tu as tout ce livrable-là. Si c'est une mission, par exemple, de modélisation, de conception d'un modèle, donc tu dois pouvoir justifier quelles sont les tables que tu as utilisées, les sources de données. Tu as un rapport aussi à faire. Et donc, à partir de là, oui, c'est là où comment dire, ta mission est jugée, quoi. Après, si tu as une mission un peu plus longue, là, tu participes plus, comment dire, à ce que l'équipe fait de façon quotidienne. Tu peux avoir un objectif, tu peux avoir un sujet précis, mais après, tu peux intervenir dans d'autres choses de l'équipe qui est différente d'une mission de 6 mois, tu as vraiment un truc précis à faire. Alors qu'une mission longue, tu peux te dire, ok, bon, moi, je dois peut-être calibrer un modèle, concevoir un modèle. Mais s'il y a peut-être un backtesting, c'est-à-dire des travaux de revue du modèle, la performance du modèle, est-ce que ça, tu peux le faire à côté de toi, ta mission principale? En fait, tu es vraiment dans une mission, non, c'est comme tu étais. Oui, c'est comme si tu fais un interne, tu fais partie de l'équipe. Bon, tu peux pas juste oublier, hein, parce que bon, voilà. Du coup, avant de parler des avantages, quelle est ta journée type pour montrer un peu ton quotidien? À quoi ressemble une journée de Marie au travail? Bon, la journée type, tout dépend comme je disais, tout dépend de la mission. Si c'est une mission de validation, je sais que j'ai des points réguliers, par exemple avec le manager, ce que j'appelle mon client. Il va me dire, est-ce que j'ai revu telle chose, est-ce que j'ai revu les programmes, je suis à quel niveau. Donc, je sais à quel niveau d'avancement je suis. Donc, ma journée type, c'est que je regarde le niveau d'avancement où je suis. Je sais que j'ai pas mal de points à regarder parce qu'une mission de validation, c'est très cadré. Donc, je sais que j'ai pas mal de points à regarder. Donc, j'arrive, je regarde. J'audite beaucoup les programmes SAS, parce que j'ai travaillé sur ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que j'ai travaillé sur une filiale italienne, donc les commentaires étaient en italien. C'était... Ah ouais. C'est quelle traduction? Bon, heureusement que ça, c'est un langage universel, mais voilà, il fallait traduire. Donc, il faut une journée type, tu vois ton point d'avancement, tu essaies d'avancer sur les prochaines étapes. Et voilà, c'est comme ça toute la journée, en fait. Et après, ça dépend aussi de la charge de travail. Sur d'autres missions, par exemple, tu peux ponctuellement avoir une charge de travail beaucoup plus importante. Comme sur une mission, par exemple, on a eu les auditeurs de la Banque centrale de la BCE. C'est une des missions. Donc, du coup, tu peux avoir ta mission quotidienne où tu regardes l'avancement de tes points et la BCE vous dit, voilà, la BCE arrive dans 3 mois, dans 2 mois. Donc déjà, il faut préparer l'arrivée. Et quand ils arrivent, c'est un autre niveau de stress. C'est un autre niveau de stress. Non seulement tu es consultant, en plus il y a la BCE. Exactement, voilà. Et en plus, il y a la BCE. Donc du coup, tu mets un peu... La journée de travail, souvent, quand c'est un peu dans cette charge de travail, pas que tu mets de côté, c'est-à-dire que tu priorises d'abord toutes les questions que tu as à répondre à la BCE avant de repasser sur ce que tu fais quotidiennement. D'accord. C'est intéressant. Parce que c'est intéressant, c'est que tu as vu les deux mondes, l'interne et le conseil. Donc maintenant, quels sont selon toi les avantages du cabinet de conseil par rapport à l'interne, bien sûr? Alors, les avantages je dirais que tu vois pas mal de problématiques. Bon, après, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui aiment moins. Mais tu vois pas mal de problématiques, c'est-à-dire que tu arrives dans une banque ou dans une équipe. Ils ont une certaine façon de fonctionner, ils utilisent certains modèles, certaines techniques. Et parce que tu as fait une mission ailleurs où on utilise autre chose, tu peux avoir un recul, tu peux être fort de proposition parce que tu sais que tu as autre chose qui a marché. Donc, tu peux proposer ça. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est intéressant. Et le fait de voir aussi que, voilà, tu n'es pas cantonné juste à ta banque et à ton type d'activité. Tu peux voir d'autres périmètres, comme moi j'ai fait les crédits automobiles. Enfin, le financement automobile. Après, tu peux faire du retail, c'est-à-dire appliqué aux particuliers.
tu peux aller dans une mission où tu fais plutôt un périmètre appliqué aux entreprises. Ouais. Tu peux faire du crédit à la consommation. Tu peux faire, voilà, tu as plusieurs possibilités en conseil que tu n'as pas forcément en banque parce que tu es dans ta banque, tu gères l'activité de la banque. Donc ça, c'est intéressant comme avantage. Après, tu as aussi la progression. Beaucoup de gens viennent en cabinet, le conseil, la progression salariale, c'est important. On en parlera tout à l'heure. C'est important, c'est par rapport en banque, tu peux avoir une progression beaucoup plus importante. Vraiment beaucoup plus importante. On parlera peut-être des chiffres après. Ouais. Mais ça, c'est intéressant. Et aussi, progresser, je veux dire, par exemple, au niveau de ton statut, tu commences consultant junior. Après, certains cabinets peuvent vraiment te faire progresser rapidement. C'est-à-dire, au bout de 2 ans, 1 an, tu passes consultant senior, tu passes manager. Et ça aussi, les gens cherchent beaucoup ça en cabinet. Et aussi, l'avantage du cabinet, c'est que tu peux, tu as besoin de t'impliquer directement. Si le cabinet grandit, tu as l'impression de faire partie entièrement de cet agrandissement du cabinet là. C'est-à-dire que tu n'es pas juste un point dans une grande banque sur 2000 salariés. Vous êtes peut-être une centaine, une cinquantaine. Et tu as l'impression que ton travail, tu vois en fait directement comment ton travail fait grandir l'entreprise. Ouais. Donc les gens, cette participation directe là aussi, c'est pas mal. Ah, c'est ça. C'est vrai que quand tu vois, surtout quand tu es dans un petit cabinet, tu vois l'impact direct que tu as. Oui. C'est gratifiant. Alors que dans les grosses banques, il y a 11 000 salariés. Oui, il y a beaucoup de processus qui sont mis en place. Et toi, tu rentres juste après. Alors que souvent, cabinet, c'est que des fois, tu as amené aussi à répondre aux appels d'offres, à constituer un dossier pour répondre aux appels d'offres, pour présenter aux clients, etc. Maintenant, là, sur les avantages, on est d'accord qu'il y a aussi des inconvénients. Quels sont les points négatifs que tu vois à travers d'un cabinet de conseil? Alors, les points négatifs, bon, c'est vrai que j'ai parlé du fait de voir beaucoup de choses différentes. Mais ça peut être aussi quelque chose que les gens peuvent percevoir comme négatif dans le sens où tu peux arriver dans une mission où tu te sens bien à l'aise et tu veux continuer dans la mission à apprendre et on te dit, bah non, ta mission c'était 6 mois, il faut partir ailleurs. Et tu as souvent une impression comment dire, c'est comme si quelque chose n'est pas terminé, quoi. Et toi, tu voulais continuer plus, tu as fait 1 an, tu te sentais déjà bien, tu sentais déjà que tu avais déjà pris en main le sujet. Et peut-être par manque de budget aussi, la banque n'a plus de budget, tu es obligé de partir. Donc ça, il faut être prêt à faire face à ça, quoi. À ce que peut-être ta mission s'arrête brusquement. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les longues missions. Il y a d'autres qui préfèrent les missions courtes. Donc si toi tu es quelqu'un qui aime bien prendre le temps, t'installer quelque part, vaut mieux pas aller en conseil, vaut mieux directement aller en interne. Et l'autre inconvénient aussi, c'est que peut-être que tu es amené à travailler un peu plus en cabinet parce que tu as ta mission, tu as ton client, tu travailles, mais aussi tu dois t'impliquer dans tout ce qui concerne le cabinet. C'est comme si tu travailles avec 2 personnes en même temps. C'est-à-dire que des fois, ta mission peut se terminer, tu finis ton travail à 18h. Et puis le cabinet, tu as autre chose à faire. Ah ouais. Donc ça peut aller, voilà, tu peux te mettre à travailler pour le cabinet maintenant, peut-être au-delà de 20h. C'est que tu peux être amené à beaucoup travailler aussi en cabinet. Après, on dit que il y a le salaire qui suit, mais si tu n'arrives pas à trouver un équilibre entre ta vie professionnelle et la vie privée, ça peut empiéter sur ta vie privée. Après, les progressions aussi, souvent certains cabinets, on peut te promettre 10-15% et dans la réalité, c'est pas ça. Maintenant que tu parles de salaire, combien est-ce qu'on peut gagner? Je sais qu'en France, les salaires dépendent fortement de l'école, de l'expérience. Oui. Non, mais de pas ton expérience. À la sortie de l'école, lorsqu'on a fait le master des arts. Combien est-ce qu'on peut gagner lorsqu'on sort, à peu près? Bon, après, je sais pas si mon expérience, c'est une bonne expérience de salaire en début de carrière. Comme j'ai dit, j'ai commencé hors de la région parisienne. Et les salaires de province, bon, ce serait bien de savoir quel salaire quand tu commences en province, comme on dit. C'est beaucoup plus bas. Donc, tu peux commencer à 30, à 33. 33? Oui. Avec le profil? Oui, bien sûr. Wow. Avec ton profil Master 2. Master 2, économie. Et 33 là, t'es qui ils t'ont trop donné. Ah, c'est bon, ça,
n'avais pas forcément cette information. Oui, mais tu peux commencer parce que justement, voilà, ça dépend des niveaux de vie. Et aussi, c'est qu'on dit que voilà, les profils de ton genre sont recrutés à ce niveau-là. 3,35, peut-être s'ils sont trop gentils, quoi. Mais je sais que les camarades de ma promotion, en moyenne, on était autour de 38, 39. Ça peut aller à 40, à 42, à 43 même, en début de carrière, venant de la fac. En plus, ce qui est bien, c'est que comme le master ESA est bien connu, donc tu négocies pas trop les salaires à l'entrée. Donc tu sais que tu peux facilement avoir 42. Ok. Ah, c'est intéressant. Et maintenant, en français, tu as pas de l'évolution. Comment ça évolue les salaires en français? Si tu commences par exemple, Belgique 40. Bon, si tu commences à 40. Après 2-3 ans, combien tu peux avoir comme ça en français? Alors, après 2-3 ans, déjà, tu as souvent des augmentations tous les ans. Tu as une augmentation tous les ans. Il faut souvent aussi bien négocier, bien dire à ton manager comment tu as travaillé, comment tu... Voilà, comment le client était content. Ça dépend aussi du retour du client par rapport à ton travail. Donc, il va s'appuyer dessus. Il va s'appuyer aussi sur l'implication que tu as dans le cabinet. Hors mission. Voilà ce que tu t'impliques. Donc, ça peut aller à 10%, 15%. C'est-à-dire que tu peux, si je prends des chiffres, tu peux être à 40 000, je sais pas comment ça peut être en net. Donc, supposons que tu es en 2400 € net d'impôt, tu peux te retrouver avec plus de 100 € ou plus de 300 € net. Ah, c'est intéressant. Sur un an. C'est franchement, non, en été, c'est pas forcément la même évolution. Oui, voilà. Ok. Maintenant, vous connaissez tout, vous connaissez les salaires, vous voyez qu'on peut être analyste quantitatif, même avec le bac littéraire. Maintenant, je veux bien savoir, est-ce que tu penses que c'est ce que j'ai dit, mais est-ce que tu penses que ton parcours est applicable? Ah oui, parfaitement. Ah ouais. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont le même parcours? Est-ce que c'est courant d'avoir des personnes qui ont fait soit à Yaoundé, qui sont fait ce métier? Ouais. En fait, il faut dire que ce qui a été bien avec mon parcours, c'est que quand j'ai eu le bac et que j'ai pu discuter avec les gens, prendre des avis conseils, ça m'a ouvert un champ de possibilités. En fait, je me suis rendu compte que, je n'ai pas que deux voies quand je veux, avec le bac A, soit être pro, soit être interprète. Donc, j'ai beaucoup de champs de possibilités. Je peux faire autre chose. Ouais. Donc, ça a été vraiment important. Donc, moi, quand je suis arrivée à SOA, il y avait beaucoup de gens qui avaient un baccalauréat A. Et comme je disais, les gens avec qui je travaillais, mon groupe de travail, c'était mes camarades de classe de terminale. On avait tous un bac A. On s'est tous soutenus, entraînés pour passer d'une année à une autre. Et j'ai un très bon ami à moi, Serge, si tu vois cette vidéo, je te salue, qui a un PhD, qui a soutenu sa thèse de doctorat en économie de développement. Il travaille sur les sujets environnementaux, tout ce qui est changement climatique, risque climatique, il travaille dessus avec un bac A. D'accord. Donc, c'est bon à savoir. Et du coup, est-ce que tu recommandes déjà aux personnes de faire la même chose que toi, et quelle stratégie il faut mettre en place pour... Je pense qu'on en a déjà parlé, mais juste pour... Parce qu'on est déjà à la fin de la vidéo. Qu'est-ce que tu dirais? Ah oui, voilà, les gens peuvent... c'est un très beau métier, analyse quantitative, c'est un métier qui est encore porteur, qui est beaucoup recherché, c'est des profils recherchés. C'est aussi un métier qui paye bien, pour le dire quand je travaille en banque. Et avec un bac A, c'est possible. En fait, il faut déjà être motivé, il ne faut pas se démotiver, parce que c'est vrai que quand on est en face peut-être de matières comme mathématiques, algèbre et tout, on peut être vraiment démotivé, se poser la question, est-ce que je vais y arriver? Vous allez y arriver, c'est possible de le faire. Il faut vraiment travailler. Je pense que quand on est déjà dans un style littéraire, continuer à travailler sur les matières scientifiques. Ne pas les laisser de côté, ne pas se dire, bon, c'est coefficient. Non, il faut continuer à travailler dessus, continuer à se charger de bonnes notes, parce que ça aide aussi pour le... Bon, après, je sais pas comment ça fonctionne en France, mais moi, quand j'ai eu mon conseiller d'orientation et qu'il a vu ma note au bac, il s'est dit, celle-ci peut faire. Voilà. Si j'avais un peu négligé, même si j'étais bonne en maths, mais que j'avais négligé, j'aurais eu peut-être 10, ils m'auraient peut-être orienté en droit. Ouais, c'est vrai. Ouais, je vois. Non, mais j'ai continué aussi, c'est les matières, je me suis appuyée dessus pour toujours avoir de bonnes notes. Donc, toujours travailler sur les matières scientifiques, s'entourer de bonnes personnes qui vont vous encourager, c'est sûr. C'est super intéressant ce que tu dis. Et juste une dernière question pour la fin comme ça. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment en début de carrière? J'aime bien poser la question à ceux qui ont déjà beaucoup d'expérience.
Qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Je pense que j'aurais commencé directement en conseil. Ah, ok. Ouais, je pense que j'aurais commencé directement en conseil. Après, des fois, tu commences, tu cherches du travail, surtout quand tu sors de la fac, ou en général, les analystes, quand tu viens des écoles comme l'ENSAI, l'ENSAE, donc tu vas essayer de te faire une place sur le marché. On va dire, pas que tu prends un peu ce que tu as, mais des fois, tu n'as pas trop le choix. Mais si j'avais vraiment le choix, si j'avais de la possibilité de commencer en conseil, j'aurais commencé directement en conseil. Avant de passer en interne. Super, merci Marie encore pour toutes ces suggestions. C'était assez intéressant. Donc là, on arrive sur la fin de la vidéo. Juste pour réviser pour vous, vous avez vu. C'est possible d'avoir un parcours quantitatif quand on a un bac littéraire. Vraiment, c'était le message central que je voulais. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Marie sur cette chaîne pour qu'elle partage son expérience. C'est vraiment possible. Comme j'ai l'habitude de le dire, après vous avez votre propre limite, peu importe le parcours, le background que vous avez, vous pouvez y arriver. Donc c'est ça. Vous avez vu la certification SAS. N'hésitez pas à contacter les étudiants du Master. C'est ce que moi je vais dire. Bon, après, vous contactez ça directement. Hein. Ouais, c'est ça. Mais le pack, c'est sur Master. Oui, ouais. Ok, donc n'hésitez pas à donner en commentaire les questions qu'on a oublié de mentionner. On a vu la rémunération, c'est plutôt pas mal. Mettez-moi de gros pouces bleus comme d'habitude pour signifier que vous aimez la vidéo. Partagez autour de vous. Pour toutes ces personnes qui veulent également à faire des métiers en exploitatif, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Ciao.